Le Sahel est à feu et à sang, on le sait, mais ce qui frappe peut-être encore plus, c'est ce silence. Ce silence assourdissant qui vient d'Alger. Oui, un silence qui en dit long. Le Mali est au bord du gouffre, Assimi Goïta semble chercher désespérément de l'air, et pendant ce temps, son grand voisin du Nord, l'Algérie, ferme la porte, complètement. Non-intervention, c'est presque un jugement, non ? Un jugement, ou disons, une manœuvre stratégique très très calculée. Ce silence algérien, il ne faut pas s'y méprendre, il est tout sauf passif. C'est vraiment l'aboutissement d'une analyse froide, une réponse calibrée à ce qu'Alger voit comme une série de provocations, une dérive dangereuse juste à côté. D'accord, froideur calculée. Mais c'est pas justement ça le problème. On parle quand même d'un pays voisin, un pays frère historiquement, qui sombre dans le chaos. Elle est où la solidarité africaine là-dedans ? Franchement, certains n'hésitent pas à parler d'abandon, un abandon cynique, ou d'une puissance régionale qui joue avec le feu. Pourquoi ce revirement ? Après tant d'années de soutien, même discret à Bamako ? La solidarité, elle a ses limites, surtout quand on a l'impression qu'elle n'est pas réciproque ou qu'elle est même bafouée. Pour Alger, ce n'est pas un coup de tête, c'est une réévaluation profonde. Il faut se rappeler ce qui s'est passé avant. Des mois et des mois d'attaques médiatiques, politiques, quasi quotidiennes venant de Bamako. Alger dépeinte comme une puissance dépassée, voire hostile. Ah oui ? Des accusations publiques, on a remis en cause l'accord d'Alger. Tout ça a été perçu là-bas comme une tentative claire de défier l'autorité algérienne dans la région. Peut-être même, d'ailleurs, sous influence extérieure. Une simple guerre de mots, Sanfié, où il y avait plus que ça. Ah, bien plus. Au-delà des mots, il y a les actes. Alger parle de chaos, d'imprudence de la part de la junte malienne, une gestion jugée totalement erratique, des alliances qui changent tout le temps, et surtout, le fait que le territoire malien s'ouvre à des acteurs qu'Alger juge problématiques. Et puis il y a eu cette histoire de drone, non ? Exactement. L'incident, ou plutôt les incidents, des drones maliens qui violent l'espace aérien algérien. Plusieurs fois. Après des avertissements apparemment restés lettre morte, la défense aérienne algérienne en a abattu au moins un. C'était un geste fort, une façon de tracer une ligne rouge. La souveraineté algérienne, ça ne se négocie pas. Donc fermer 800 km de frontières terrestres, fermer l'espace aérien, couper les livraisons de carburant, de nourriture, c'était juste la suite logique, pas seulement une punition économique. C'est présenté d'abord comme une mesure de sécurité nationale, face à un régime jugé imprévisible, qui pourrait être influencé par des forces déstabilisatrices pour toute la région. On pense à certains groupes armés, mais aussi à des sociétés militaires privées, Wagner ou d'autres, aux agendas troubles. Alger a choisi de verrouiller. Isoler pour se protéger. Voilà, isoler la source perçue d'instabilité. L'idée à Alger, c'est qu'intervenir aujourd'hui pour sauver Goïta, ce serait non seulement, comme ils disent, récompenser l'échec de sa politique, mais pire, ce serait valider un modèle. Prise de pouvoir par la force, rupture avec les partenaires. Un modèle qu'Alger a elle-même combattu chez elle pendant la décennie noire. Ils refusent de voir ça légitimé à leur porte. La décennie noire, vous pensez que ce traumatisme des années 90 influence encore directement leur politique aujourd'hui ? Cette non-ingérence ? Ah, profondément. Ça a ancré dans l'ADN stratégique algérien une méfiance viscérale envers toute ingérence étrangère, mais aussi envers l'instabilité politique, les coups de force chez les voisins. Pour Alger, la stabilité régionale, c'est une extension de leur propre sécurité nationale. Intervenir militairement au Mali, ça irait contre ce principe de base. Et cette idée que le coup d'État aurait pu être encouragé de l'extérieur ? Oui, il y a cette lecture à Alger. Que le premier coup contre Ibeka, puis celui qui a installé Goïta, ont pu être, disons, instrumentalisés par certains acteurs externes, justement pour affaiblir l'influence algérienne au Sahel, pour couper Alger de ce qu'ils appellent leur profondeur stratégique africaine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette profondeur stratégique africaine pour Alger ? C'est un concept absolument clé pour eux. Ça désigne tous ces pays du Sahel, d'Afrique de l'Ouest, avec lesquels l'Algérie partage des frontières immenses, bien sûr, mais aussi des liens historiques, culturels, économiques, sécuritaires très forts. C'est leur zone d'influence naturelle, un espace vital. Perdre pied au Mali, voir des forces hostiles s'installer durablement juste à côté, ce serait une amputation stratégique majeure.
Donc, refuser d'intervenir, c'est aussi une façon de dire « on ne tombera pas dans un piège qui vise à nous isoler ». Pendant qu'Alger défend sa profondeur stratégique et trace ses lignes rouges, où Mali, la situation semble apocalyptique. On voit des images de stations-service vides, on entend des témoignages sur les prix qui explosent, l'insécurité qui remonte jusqu'aux portes de Bamako. En maintenant ce blocus de fait, est-ce qu'Alger ne porte pas une responsabilité énorme dans cette descente aux enfers? Ce n'est pas une sorte de siège, indirectement, qui punit d'abord la population. La situation humanitaire est terrible, c'est indéniable. Et les conséquences de la fermeture des frontières algériennes, qui sont quand même le point d'entrée principal pour le carburant, pour plein de produits, elles sont directes, elles sont douloureuses pour les Maliens, personne à Alger ne le nie. Mais l'analyse qu'ils en font, c'est de rejeter la causalité directe. Pour eux, cet effondrement actuel, c'est la conséquence quasi mathématique des choix faits par la junte. Lesquels? La rupture brutale avec la France, avec Barkhane, sans avoir préparé d'alternatives crédibles. L'antagonisme systématique avec la CEDEAO. Et surtout, cette défiance ouverte envers Alger, qui était pourtant un partenaire historique, économique, sécuritaire. C'est cet orgueil, cette imprudence, ce pari sur des alliances de rechange qui se sont avérées très fragiles. C'est ça qui, selon Alger, a conduit le Mali dans le mur. Donc la position algérienne, c'est « vous avez choisi ça, maintenant assumez ». C'est un peu ça, un abandon pur et simple. Moins un abandon qu'une sorte de... oui, de laisser-faire stratégique. Alger estime avoir tendu la main plusieurs fois, proposé sa médiation, offert son aide, mais sous condition de respect, de dialogue. Et ces offres auraient été ignorées, voire rejetées avec mépris. L'analyse, c'est que le régime Goïta, peut-être un peu grisé par des soutiens externes, on chuchote les noms des Émirats, du Maroc même, qui auraient un peu soufflé sur les braises de la confrontation avec Alger, a cru pouvoir se passer du grand voisin. Et construire cet axe avec le Niger, le Burkina? Exactement. Un axe anti-algérien en quelque sorte. Sauf que cet axe, ça s'est révélé être un château de cartes. Ces pays sont eux-mêmes en pleine crise. Et l'ingratitude, ça joue aussi. Exactement. On entend souvent Alger rappeler son aide passée. C'est un facteur psychologique important, oui. À Alger, on a vraiment le sentiment d'avoir beaucoup investi au Mali pendant des années, aide militaire discrète mais réelle, aide humanitaire massive pendant les crises alimentaires, tous les efforts diplomatiques pour l'accord d'Alger. Alors, voir ce même pays se retourner contre eux aujourd'hui, c'est vécu comme une trahison, clairement. Du coup, Goïta se retrouve isolé, abandonné par ceux qui l'auraient encouragé en douce et face au silence glacial d'Alger. Et Alger, qui a quand même des moyens militaires, des services de renseignement puissants, regarde le navire malien couler sans bouger le petit doigt. Laisser l'expérience putschiste s'effondrer d'elle-même, c'est ça l'idée. C'est pas un pari terriblement risqué, hein. Un chaos total au Mali, ça peut très bien déborder sur l'Algérie. C'est là qu'intervient cette doctrine algérienne de la force tranquille. Ce n'est pas de la passivité, attention. C'est une gestion active de la crise, mais par d'autres moyens. Pression économique avec les frontières fermées, une activité diplomatique intense en coulisses avec les autres acteurs, et surtout un renforcement drastique de la surveillance de leurs propres frontières pour éviter les débordements. Ils utilisent leur levier, mais sans tirer un coup de feu au Mali. C'est ça. L'idée sous-jacente, c'est un peu celui qui a semé l'imprudence récolte le désordre. Et ce n'est pas à l'Algérie de venir jouer les pompiers pour un incendie provoqué par les choix d'un voisin, surtout quand ces choix semblaient viser Alger elle-même. Le risque de débordement existe, bien sûr, mais il est jugé moins grave que le risque d'un enlisement militaire ou de légitimer un régime hostile. Ce jeu d'échecs sahélien est complexe. Mais est-ce qu'on peut vraiment penser qu'Alger agit toute seule, guidée uniquement par ses propres intérêts? Cette fermeté, cette inflexibilité, est-ce qu'elle ne sert pas, peut-être involontairement, d'autres agendas? On s'attendait par exemple à ce que la Russie réagisse plus fort pour aider son allié malien. Leur silence est assez étonnant, non? Et Paris? Simple spectatrice déconcertée ou elle joue un jeu plus subtil en coulisses? L'impact sur les acteurs externes est très révélateur. La surprise, voire le désarroi à Paris et dans d'autres capitales occidentales, c'est clair. Ils comptaient visiblement sur une intervention algérienne, même indirecte, pour gérer le chaos au Mali, éviter un vide total. Le refus net d'Alger a complètement déjoué leur plan. Ils se sont retrouvés sans plan B. Et paradoxalement, ça a renforcé la position d'Alger. Comment ça? En ne faisant rien, Alger devient plus importante. Exactement, en montrant qu'elle ne se laisserait dicter sa conduite par personne, même face à une crise majeure à sa porte, et qu'elle avait les moyens de tenir sa ligne, Alger a envoyé un message très fort. Il n'y aura pas de solution durable au Sahel sans elle, et encore moins contre elle. Elle s'est repositionnée comme le pivot.
l'acteur incontournable avec qui il faudra parler demain. Les rapports de force sont en train de changer. Ce refus d'intervenir, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'affirmation de cette doctrine, souveraineté, non-ingérence et recherche d'une stabilité à long terme. Et le silence russe alors, comment on l'explique? Très significatif, oui. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, Moscou n'a pas mis le paquet pour sauver Goïta de l'asphyxie économique ou de l'effondrement sécuritaire. Plusieurs raisons possibles. Peut-être qu'Alger a été très clair avec Moscou sur les lignes à ne pas dépasser. Peut-être aussi que la Russie, très pragmatique, voit les limites de son investissement dans un régime aussi isolé et potentiellement condamné. Ils préfèrent sans doute préserver leur relation avec Alger, qui est un partenaire énergétique et militaire bien plus stratégique. Ça renforce l'idée algérienne. Les parrains externes, c'est souvent volatile. La vraie stabilité, ça se construit avec les voisins. Et cette force tranquille, cette diplomatie du silence, concrètement, ça veut dire quoi? Juste attendre que l'autre tombe? C'est plus subtil. La force tranquille, ce n'est pas ne rien faire. C'est utiliser les leviers non militaires, l'économie, l'espace aérien, le réseau diplomatique, le renseignement pour comprendre, anticiper. Et surtout, une communication minimale mais très ferme. Pas de grandes déclarations, mais des actes qui parlent. C'est une façon de dire « on est là, on regarde, on peut agir si nos intérêts vitaux sont menacés, mais on ne cédera ni aux pressions ni aux provocations ». Le message global d'Alger, c'est celui d'une puissance mûre, résiliente, qui ne se laisse ni intimider ni acheter. Une puissance qui croit à la patience stratégique. L'influence d'Alger, elle finit par s'imposer d'elle-même, par sa constance. C'est fascinant et un peu glaçant aussi. Mais si on pousse ma logique, si Alger est vraiment cette clé régionale, qui attend que ça décante au Mali, que Goïta s'effondre ou soit forcé de changer, ça pose une question cruciale pour l'après. Comment Alger pourra demain jouer ce rôle de stabilisateur qu'elle semble revendiquer, sans être vue par les autres comme une puissance hégémonique qui impose ses règles. Cette stabilité à l'algérienne, est-ce qu'elle ne risque pas de créer de nouvelles dépendances, de nouvelles frustrations? Ce silence, il est puissant aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il annonce pour demain? C'est tout l'enjeu de la prochaine phase, et le grand défi pour la diplomatie algérienne. Ce qu'on voit là, c'est une tentative de redéfinir les équilibres au Sahel. C'est l'affirmation par Alger, une voix africaine souveraine, différente des agendas extérieurs. Et c'est aussi la démonstration, par l'échec, de la faillite des régimes qui jouent la rupture systématique. La patience stratégique d'Alger, c'est un pari sur le temps long. Ils attendent que la raison reprenne ses droits, que les Maliens eux-mêmes, face au mur, comprennent qu'il n'y a pas d'avenir sans un dialogue apaisé, respectueux, avec le grand voisin du Nord. Un dialogue basé sur l'histoire, sur les intérêts mutuels. Donc, l'objectif final, ce n'est pas la chute de Goïta en soi, mais le retour à une forme de rationalité politique? C'est l'objectif affiché, oui. Pas la tête d'un homme, mais créer les conditions pour une renaissance régionale, sur des bases saines. Le message qu'Alger essaie de faire passer, c'est celui d'un gardien de l'équilibre. Un État pilier, fidèle à ses principes, qui se voit un peu comme l'État qui ne tombe jamais, capable de traverser les crises en gardant son cap. Maintenant, est-ce que ça réussira? Est-ce qu'Alger pourra ensuite transformer cette force tranquille en une diplomatie active, inclusive, qui rassure autant qu'elle impose le respect? C'est toute la question. La victoire qu'il vise, ce n'est pas l'hégémonie, c'est une stabilité régionale où tout le monde trouve son compte. Reste à voir si ce pari sur la raison tiendra dans un environnement aussi instable.